CDD et les CDI, c'est-à-dire les contrats à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée. On va certainement comprendre tous les détails aujourd'hui avec Yacine. Et puis, ce matin, nous retrouvons Samira Hadjamar. Samira Hadjamar aujourd'hui met l'accent sur le parcours exceptionnel d'une dame qu'on aime beaucoup, une dame du théâtre et du cinéma, en l'occurrence. Il s'agit de Sonia, donc qu'elle nous fait découvrir à nouveau et à qui elle rend hommage dans sa rubrique. Ce matin, la rubrique Écume et patrimoine. Et puis, bien sûr, en citant le patrimoine, il a été classé justement parmi le patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO il y a peu de temps. Il s'agit du couscous. Et on va parler de la première édition du concours national du meilleur couscous algérien. Ce sera au mois d'avril prochain, c'est imminent, on va avoir les détails et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. On verra ça avec Madame Samia Al-Khdari. Et puis, dans cette émission tous les lundis, Amina Ziri, dans sa rubrique consacrée au patrimoine et aux coutumes et aux traditions, reçoit justement des invités. Aujourd'hui, elle s'intéresse de près au sport pendant Ramadan et bien sûr les vertus du sport grâce au mouvement associatif. Et aussi, elle reçoit un coach sportif à cet effet. Et puis, nous aurons le plaisir aussi de parler des UDS qui poursuivent leur campagne, une campagne de sensibilisation pour différents fléaux qui touchent à l'enfance et à l'adolescence. Cette fois-ci, gros plan sur l'addiction aux écrans avec Madame Karima Rarbo. Voilà. Nous aurons aussi le plaisir de vous offrir quelques reportages et aussi une page de sensibilisation danger de la route avec Hasna Zoberi. Merci pour votre attention, c'est jusqu'à 10h30 pour ceux qui ne le savent pas. Et s'ils ne savent pas encore qu'on commence l'émission avec un point météo, ben voilà, c'est fait. Tout de suite, les nouvelles du ciel et c'est avec Amel Haribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Nadia. Oui, recommandation du jour, il faut s'hydrater pendant la soirée. Exactement. Ça donnera Très une gorge important. moins sèche que la mienne ce matin. Donc, ça a attiré votre attention, j'ai remarqué. Donc, aujourd'hui, que nous disent les cartes, Amel, s'il vous plaît? Eh bien, allons-y. Merci Nadia. Merci. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, Météo Algérie prévoit aujourd'hui un temps dégagé à partiellement voilé sur une grande partie des régions nord, comme on peut le voir sur la carte. Et le temps deviendra, mais de plus en plus nuageux en fin de journée sur les régions de l'ouest, également le centre, qui peuvent donner quelques pluies sur l'intérieur centre, également sur les régions de l'ouest. La moitié sud, excepté des passages nuageux vers l'extrême sud, le Sahara oriental et le Hégard Tassili, qui peuvent donner aussi quelques pluies parfois orageuses et par endroits sur le Hégard Tassili et le sud du Sahara oriental. Partout ailleurs, rien à signaler, le temps restera bien ensoleillé, mais toutefois des semonces de sable, mais cette fois-ci vers le sud-ouest. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt agréables par endroits, plutôt élevées par d'autres. Le maximum, cette fois-ci, du côté de Tlemcen, Tiaret, avec 24 degrés, 23 à Guelma, 20 degrés Tizi Ouzou, 19 à Alger, Annaba, Al-Beyad, 18 degrés à Djelfa, 21 du côté d'Oran, au sud, 26 degrés à Béchar, 27 à Tindouf, 28 Gardaya, 31 à Biskra, 33 à Drar et Salah, 34 à Tamanrasset et Janet, 39 à Bolj Bedjimourtan et le maximum cette fois-ci à Ingzem avec 41 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt agitée sur les côtes, peu agitée sur les côtes centre et est, plutôt calme sur les côtes ouest, des vents faibles sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est, 10 à 20 km/h, mais les vents seront variables. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h57. Pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi.
موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente journée, Merci, Inch'Allah. Radia. Et puis, pour Également. ceux qui nous suivent ce matin, on vous propose tout de suite une chanson. Elle est interprétée par un groupe qui vient de l'extrême sud. Il s'agit des Tikubawin, qui nous interprètent une chanson douce et pleine de sens. Riwaya. حبك حكاية يا للناس، انتي رواية كلك إحساس. حبك حكاية يا للناس، انتي رواية كلك إحساس. انتي رواية حبك حكاية، انتي رواية حبك حكاية. مدة وسنين كلك حنين، أنا وياك عشناها الاتنين. مدة وسنين كلك حنين، أنا وياك عشناها الاتنين. انتي رواية حبك حكاية، انتي رواية حبك حكاية، انتي رواية حبك حكاية، انتي رواية حبك حكاية. انتي القمر في ليلة سمر، كيفاش ننساك يا ابن البشر. انتي القمر في ليلة سمر، كيفاش ننساك يا ابن البشر. انتي رواية حبك حكاية، انتي رواية حبك حكاية، انتي رواية حبك حكاية، انتي رواية حبك حكاية. C'était les Tikubawin qui interprétaient à l'instant Riwaya. Et bien sûr, Riwayat, il y en aura dans cette édition de Bonjour d'Algérie. Elle a l'habitude de nous conter justement si bien des pans de notre patrimoine. Aujourd'hui, elle s'intéresse à une personnalité. Elle va nous la dévoiler. Bonjour Samira. Bonjour, bonjour à tous. Ça va ?
Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas compté d'histoire. Enfin, je n'ai pas compté, c'est pas moi la conteuse, c'est Siam Knouch, mais ça fait longtemps que je n'ai pas raconté d'histoire. Oui, ben voilà, on va t'écouter avec beaucoup d'attention Parler de ce Sonia. matin. Parler de Sonia, Allah en même yarhamha. temps, Voilà. Allah yarhamha. Et puis bien sûr, un sujet qui intéresse employeurs et employés, faire le distinguo entre le CDD, le CDI. On en saura plus avec Yacine ici présent. Yacine, Allah, bonjour. Bonjour Radia. Ça va? Samira, ça va? Bonjour. J'ai beaucoup appris en préparant cette rubrique avec vous Ah, très et je bien. pense que les téléspectateurs vont être très intéressés ce matin. Exactement. Donc nous allons lever le voile sur les gros malentendus qu'il y a sur le CDD particulièrement. Donc, Particulièrement. nous allons voir la différence entre le CDD et le CDI. Quels sont les cas, les 5 cas exclusifs autorisés par la loi algérienne dans lesquels on peut effectuer un CDD et aussi les erreurs à éviter. Absolument, et ce sera juste après ceci. Voilà, on va commencer déjà peut-être par planter le décor, dire un petit peu quel est le contrat normal, celui qui est exceptionnel entre le CDD et le CDI. Alors le CDI, c'est le contrat normal. Il est appelé le contrat normal parce qu'on est tous censés avoir un CDI. Le CDI, c'est quoi? Le contrat à durée indéterminée. C'est lorsque la relation de travail est établie ad vitam aeternam, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de rupture de la relation de travail par l'employé via une démission ou par l'employeur pour un ensemble de raisons, licenciement entre autres, là, la relation de travail est... Et continue. Voilà, et elle continue jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. En revanche, le CDD, le contrat à durée déterminée, est le contrat exceptionnel. Voilà. Donc, étant donné que c'est un contrat exceptionnel, donc il y a la durée, et sa durée, elle est limitée dans le temps. Soit c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, etc. Pas 3 mois. Ça peut être plus. Ça peut être un contrat à durée déterminée peut aller jusqu'à 36 mois. Il y a des contrats signés pour 36 mois. Non, Voilà. je veux dire à partir de 3 mois. C'est 3 mois, 12 mois. Non, pas nécessairement. D'accord, ok. Pas nécessairement. Donc aujourd'hui, nous allons voir justement la différence entre ça. Mais surtout, on va mettre l'accent sur le CDD parce qu'il y a beaucoup de malentendus par rapport au Oui, CDD. absolument, parce qu'il y a parfois des abus des employeurs par rapport au CDD. On va certainement en parler aujourd'hui. Nous allons voir ça à la fin. On les va erreurs à éviter. peut-être situer le cadre réglementaire en Tout à fait. premier, dire quelles sont ces 5 règles qui régissent un petit peu l'usage ou le recours au CDD dans nos entreprises. d'abord. Bien sûr. Alors le CDD en Algérie, le contrat à durée déterminée, il est régi, il y a un ancrage juridique, comme vous le dites. Donc il est régi conformément à l'article 12 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 modifiée ou complétée. Et complétée, j'ai parlé vite, mais ça veut dire tout simplement Code du travail. Voilà. Donc c'est le Code du travail, c'est l'article 12 du Code du travail qui régit les 5 cas exclusifs et exhaustifs, à la sabil al-hasr, comme on dit en arabe, voilà, dans lequel on peut établir un CDD. Donc nous allons voir les 5 On cas. va les citer, bien Oui, sûr. bien On sûr. va commencer un par un. Donc le premier, ce serait... Alors le premier cas, alors je vais reprendre exactement ce qui est écrit dans l'article. Alors c'est lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables. Je m'explique. Alors nous avons contrat de travaux et prestations non renouvelables. Là, on fait un CDD. Je donne des exemples. Contrat de travaux, si par exemple, je dois recruter un ensemble de personnes pour agrandir les rails du tramway. Pour des expertises précises. Exactement. Alors c'est un travail, c'est un contrat qui est délimité dans le temps. Donc pour faire des rails ou pour agrandir le tramway ou les bouches de métro ou pour construire un immeuble, ça a une date de début et une date de fin. Donc là, on peut faire un CDD. C'est l'alinéa numéro 1. Et les prestations, si aujourd'hui, par exemple, dans l'entreprise, on installe un nouvel ERP, c'est-à-dire un nouveau logiciel qui va faciliter le travail des collaborateurs de l'entreprise. Là, ils n'ont pas connaissance de ce logiciel, donc on peut ramener... Une période d'adaptation. Exactement, donc on peut ramener un expert, un ingénieur, un formateur, un consultant, on l'appelle comme on veut. On peut lui établir un contrat d'une année, de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, etc. Et à l'issue de cette formation, le contrat prend fin sans indemnité ni préavis. Donc ça, c'est le cas numéro 1. C'est le cas, la première Voilà, le cas figure, et puis on a en second lieu on a 4 autres cas. Alors le deuxième cas, c'est l'un des cas les plus utilisés et les plus fréquents. C'est lorsqu'il s'agit... remplacement d'un poste. Exactement. Alors c'est lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente
temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail. Je donne un exemple le plus commun. Si une dame part en congé de maternité de 98 jours et plus, s'il y a... Parfois, ça se prolonge. Ça se prolonge. Quand c'est un accouchement par césarienne, ça se prolonge automatiquement par un mois. Et si elle décide de prendre une mise en disponibilité pour garder un enfant, pour prendre en charge, voilà, pour garder un enfant en bas âge, exactement, là, on peut recruter quelqu'un pour un contrat de remplacement. On peut l'appeler contrat de remplacement et il faudrait que ça figure sur le contrat de travail. Je vais expliquer ça vers la fin. Et aussi, quand une personne est en mise en disponibilité ou en maladie longue durée, on recrute une personne durant la période de l'absence du titulaire du poste. Mais attention, dès que le titulaire du poste revient, le contrat prend fin. Voilà. Donc, en tout cas, c'est stipulé sur les Exactement. C'est voilà, c'est stipulé sur le contrat de travail. Après, l'entreprise peut très bien garder la personne qui a remplacé le titulaire du poste, mais ce n'est pas une obligation. Absolument. Voilà. Donc, il y a une troisième condition. Il y a une troisième condition, c'est lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur, pour l'entreprise, d'effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui n'existent que pendant certaines périodes de l'année. Je donne un exemple. Lorsque, une fois par an, les entreprises sont tenues, par la loi, d'effectuer des inventaires, un comptage physique. Alors là, je peux ne pas faire appel à mes salariés, je peux ramener des étudiants. Je leur fais un contrat d'un mois durant lequel ils vont effectuer un comptage physique ou l'inventaire. Donc ça, ce sont effectivement des travaux périodiques, voilà, ça se passe une fois dans l'année, à caractère discontinu. On ne va pas faire l'inventaire pendant toute une année, on le fait pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après on passe à autre chose. Là, par exemple, dans une entreprise de communication, on peut aussi solliciter l'aide de certains graphistes, de certains... Exactement, certains éléments qui peuvent peut-être travailler sur les réseaux sociaux temporairement, dans les projets et tout. Tout à fait. Donc voilà. Et donc, on a pour quatrième élément, donc un surplus de travail qui peut engendrer aussi un recrutement. Exactement. Alors là aussi, c'est lorsqu'un surcroît de travail ou lorsque des motifs saisonniers le justifient. Attention ici, il y a une petite nuance. Surcroît de travail, motif saisonnier. Surcroît de travail, c'est lorsqu'il y a un effet surprise. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un surcroît de travail, donc on recrute des gens pour faire avancer les choses. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est lorsqu'il y a eu le Covid. Donc, beaucoup d'entreprises étaient obligées de recruter le maximum de personnes pour la confection de masques, de gel hydroalcoolique. Donc, avant, ça se faisait avant. Les masques et les gels hydroalcooliques ont toujours été vendus en pharmacie, en parapharmacie. Mais lorsqu'il y a eu le Covid, donc on avait recruté beaucoup de personnes pour que le travail avance. Voilà, parce qu'il y a l'effet de surprise, il y a le surcroît de travail, on ne s'y attend pas. C'est un événement qui est non planifié. En revanche, les motifs saisonniers, on sait qu'à partir d'une certaine période, nous allons avoir un surcroît de travail dû à des motifs saisonniers. Un autre exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, les compagnies aériennes, elles savent très bien que pendant l'été, c'est là où il y a le maximum de voyageurs, donc c'est là où on a besoin le plus de monde. Donc ils affrètent des avions. Exactement, des avions et du personnel. Et du personnel, des jeunes, des étudiants ou pas. D'ailleurs, ça peut être des gens, des primo-demandeurs qu'on recrute juste pour la durée justement de cette période estivale et après le contrat prend fin. Donc ça, c'est le quatrième cas et c'est l'un des cas les plus utilisés aussi avec le deuxième cas qui est le remplacement. D'accord. Activité ou emploi à durée limitée ou temporaire. C'est ça. Alors ça, c'est le dernier cas. C'est le dernier cas dans lequel on fait un CDD. Et à part ces cas, il n'y a pas de 6e, de 7e, etc. Il ne faut pas trop se faire plaisir. C'est 5 cas exclusifs lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires. Certains emplois sont par nature limités dans le temps. Un exemple aussi que je peux donner, si demain, Inch'Allah, l'Algérie organise la Coupe d'Afrique des Nations, là, on aura besoin de techniciens, on aura besoin de rédacteurs web pour la page officielle de l'événement. Voilà, de l'événement. Là, on peut recruter des gens en CDD pour cet emploi qui est à durée limitée justement, parce que la nature de cette activité, la Coupe d'Afrique des Nations, est temporaire. Elle a une date de début et une date de fin. Ça peut être un festival aussi, ça peut être dans pour être honnête, le dernier cas et le premier cas se ressemblent un petit peu. Donc ça peut toujours prêter à confusion, mais il faut bien essayer de voir. Est-ce qu'il y a une limite pour le recrutement d'un stagiaire, par exemple? Est-ce qu'il y a une limite
Bon, à ne pas dépasser. À ne pas dépasser. On verra ça dans les erreurs. D'accord, alors on y va sur les erreurs. Alors parmi les erreurs, bon, je vais reprendre votre idée tout de suite. Alors parmi les erreurs justement les plus répandues pour le CDD, pour le CDD, c'est lorsque les CDD sont faits de manière abusive. C'est-à-dire dès qu'on termine un CDD, on enchaîne avec un autre, on enchaîne avec un autre. En fait, pour être honnête, la loi est muette par rapport à ça. Beaucoup de gens pensent qu'après 2 CDD, le 3e passe automatiquement en CDI. En CDI, oui, c'est ce que j'ai déjà entendu. En Algérie, il n'y a rien qui stipule ça, absolument rien. En revanche, ce sont les inspecteurs de travail, à chaque fois qu'ils font une descente dans une entreprise pour voir… Pas une descente. Une visite, voilà. Une visite. Donc là, on peut très bien dire, on peut très bien taper sur les employeurs et leur dire, voilà, vous avez fait 2 CDD, le 3e c'est un CDI. Alors si vous voulez, c'est un usage, mais il n'y a rien qui le préconise. Il n'y a rien qui le préconise. Parmi les autres erreurs, alors celle-ci c'est la plus fréquente et ça peut automatiquement engendrer une requalification, c'est le terme utilisé, la requalification, c'est-à-dire la transformation du CDD en CDI. C'est lorsqu'on ne met pas le motif du CDD. Si aujourd'hui je vous fais un CDD, je dois dire que… Alors ça ne suffit pas de l'appeler, de donner un titre « contrat à durée déterminée ». Alors ça, c'est faux. D'accord, il faut stipuler les tâches. Tout simplement dire définir les tâches. Monsieur ou Madame X est recruté pour le poste 2 pour une durée déterminée de telle date à telle date, et ce, conformément à l'article 12 de la loi 90-11 du 21 avril modifiée et complétée, notamment l'alinéa 1, 2, 3, 4 ou 5. C'est-à-dire qu'il faut préciser même le motif, les 5 cas que j'ai utilisés. Ça ne suffit pas de mentionner uniquement l'article 12 sans donner le motif. Là, ça donne suite à une requalification. Si demain, il y a une visite de l'inspecteur de travail, merci. C'est bien. Voilà, donc là, automatiquement, il peut exiger la requalification. Il peut vous mettre en demeure et exiger la requalification. Absolument. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant parce que voilà. Moi, j'ai découvert tout ça. Je ne savais pas qu'il y avait… Moi, j'ai une question. Oui. Je crois qu'il y a une confusion générale. Les gens croient que, et moi-même je l'ai pensé pendant des années, on a la période de CDD et tout de suite après, c'est-à-dire… donc c'est soit 6 mois, 1 année pour le CDD, et puis la 2e année, forcément, c'est le CDI. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. cas. Pas du tout. Alors, ça dépend. Si vous parlez de la période d'essai, peut-être. La période d'essai, c'est autre chose. Mais c'est quand même en CDD. Non, la période d'essai, là, là, vous êtes à l'essai. Vous êtes recruté en relation déterminée ou indéterminée, mais vous êtes mis ou mise à l'essai. Parmi les erreurs aussi les plus fréquentes, c'est recruter en CDD pour des postes permanents. Si aujourd'hui, je postule pour un poste de comptable, l'entreprise a besoin de comptables aujourd'hui, hier, avant-hier, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. On ne recrute pas une personne en CDD pour un poste organique, pour un poste permanent, pour un poste essentiel. Donc on la recrute automatiquement en CDI. Là, c'est une erreur très fréquente que les employeurs commettent. Alors, ce qu'on peut faire aussi, pour éviter de recruter les gens, on peut avoir un comptable confirmé en CDI et recruter un groupe de comptables avec pour surcroît de travail ou autre. Voilà, pour étoffer l'équipe. Voilà, étoffer l'équipe et permettre un meilleur déroulement des tâches. Merci infiniment, Je vous en prie. Yacine. On va peut-être maintenant basculer vers la culture avec Samira tout de suite. En tout cas, ça fait un sacré changement. Merci non, infiniment. Pas du tout. Je l'ai senti très intéressé. Oui, absolument. Et à ton tour de bien l'écouter dans sa rubrique. Et c'est après ceci. Alors, on l'avait dit tout à l'heure, on parle de Sonia. Oui, de Sonia, mais aussi que c'était lié à cette rubrique peut-être, puisque dans le monde du spectacle, du théâtre, de la musique, de l'événementiel en général, il y a les intermittents, des gens qui travaillent pour des périodes très limitées, pour un événement, pour un spectacle, pour un concert de musique. Tout à fait. Et donc, on va basculer sur Sonia. Donc, il y avait quand même un lien avec le monde de Sonia. Ce qui rend ce métier un peu pénible quelque part. Il est très, passionnant, palpitant, mais il a aussi énormément de contraintes. Donc Sonia, tout le monde la connaît, elle est décédée le 13 mai 2018. Et on la connaît parce que peut-être que c'est une icône, une légende, quelle belle photo justement qui incarne sa puissance sur scène. Voilà, donc elle est née en 1953 à El Milia, dans la wilaya de Djidjel, entre Constantine et Djidjel.
Elle ne va pas vivre avec ses parents, elle va vivre avec sa tante. Son père va la confier à sa tante et c'est sa tante qui va s'occuper de sa tante et le mari de sa tante qui vont s'occuper de son éducation. Il va se passer que son oncle va décéder, et sa tante va devoir sortir donc avec le mlaya pour aller travailler. Et Sonia se rappelle, elle l'a raconté, on l'a entendu dans des interviews, elle l'a répondu aussi à ces questions, c'est qu'elle a vu sa tante revenir de cette fin de journée, à la fin de cette journée, et être très très triste en enlevant son voile, en lui disant qu'il fallait absolument qu'elle étudie, qu'elle fasse quelque chose de sa vie, et qu'elle ne reste pas voilà, à la maison. Dans le besoin, c'est ce qui va se passer qu'elle fasse pour des métiers Sonia. qui ne sont pas du tout gratifiants. Exact, c'est ce qui va se passer pour Sonia. Elle va faire des études, elle va aller au lycée. Et au lycée, peut-être que c'est là où sa vie va changer, où son histoire va s'écrire. C'est qu'elle va assister à un spectacle théâtral. Et c'est là où elle va décider de faire du théâtre. Et c'est ce qui va se passer puisqu'elle va aller... Ça s'appelle un coup de foudre quelque part. L'image qu'on vient de voir, c'est l'INADC, actuellement l'ISMAS. Donc c'est là où elle a étudié l'art du théâtre, c'est là où elle a rencontré Felak, c'est là où elle a rencontré Hamid Rmaz, c'est là où elle a rencontré Mohamed Gattaf. C'est une école qui a été fondée par Mustafa Kateb. Donc on peut imaginer, c'est là aussi, après un spectacle avec deux de ses amis, donc Mohamed Felak et Hamid Rmaz, qu'elle va monter une petite troupe, un petit spectacle à la salle Mougar. Et c'était à la demande du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y aura une seule représentation. Dans le public, il y a Sid Ahmed Agoumi. Il vient d'être nommé, donc le comédien, vient d'être nommé directeur du théâtre régional de Annaba. Il les recrute, il les voit, il les recrute. Voilà. Donc, ce qui va se passer... C'est Hafila Tassir, c'est une image. Et puis ce qu'on voit, c'est toutes les pièces où Sonia, la magnifique, parce qu'il faut le dire, a joué. C'est aussi donc des pièces du TNA, des pièces de théâtre qu'elle a elle-même produites avec ses deux acolytes, donc Mohamed Ben Gattaf et Ziani Shrif Ayed, puisqu'ils ont monté un théâtre qui s'appelle... Masrah al-Qal'a. Exactement, le théâtre de la citadelle. Exactement. Ils vont adapter une œuvre des œuvres comme celle de Dib, ils vont adapter les œuvres de Slimane Ben Isa. Elle va jouer pour le théâtre d'Alger, elle va jouer pour le théâtre d'Oran, elle va jouer beaucoup avec Azdine Medjoubi, elle va jouer avec ceux qui ont marqué l'histoire du théâtre algérien. Elle va jouer pour Al-Lola. Là pour Ben Gattaf, pour Fatma. Exactement, c'est l'œuvre de Ben Gattaf. Elle va jouer le journal d'une femme insomniaque. Ce qui tenait le plus à cœur Sonia, c'était bien sûr la femme, les droits de la femme, la société en général, pas spécialement la femme, même si, oui, son histoire s'est calquée sur son parcours. Et d'ailleurs, la télévision, il devait y avoir un film qui devait être tourné autour de sa vie. Exactement, oui, à la télévision, à l'époque RTA, donc avec... Rachid Benhadj, et ça ne s'est pas fait. Le titre du film, ça ne s'est jamais fait. Le titre du film, c'était Le cri du silence. C'est elle qui a écrit le scénario. Voilà. Donc, toutes ces chefs-d'œuvre du théâtre national, du théâtre national. Elle a joué avec Thomas Bouhamari aussi. Oui. Elle a joué avec tous les grands, il faut dire, avec Dalila Hlilou, avec Mustafa Ayed. On l'a vu à la télévision, on l'a entendu à la radio, on l'a vu au cinéma. Parce que Sonia a joué aussi en 2017. Elle a tourné pour Karim Moussaoui, En attendant les Hirondelles. Le prix, un film qui a été primé, oui. Il a été primé. Et c'est, je crois, sa dernière participation dans un film. Entre-temps, elle avait pris sa retraite. Je rappelle qu'elle a été la directrice du théâtre où elle a commencé, c'est-à-dire la Annaba, le théâtre régional de Annaba. C'est là-bas aussi qu'elle a créé en 2012 le festival du théâtre féminin. Donc, elle a été aussi commissaire de cet événement. Et puis, elle a été aussi directrice ici, je crois, du théâtre national, ou du moins elle a travaillé là. Et elle a été directrice du théâtre régional de Skikda. Elle a été une comédienne
hors pair. hors Elle a inspiré beaucoup de comédiennes et de comédiens. On a On l'a profité connue, de on l'a aimée, le parcours justement le photographique signé Ali Hfied nous a permis justement de revoir Exactement, ces ce moments sont les forts. photos. Mais il y a aussi les photos de Ammar Oui, Bourras. tout à fait. Ammar Voilà, Bourras, il a pris ses photos avec un appareil argentique pour te dire la qualité de l'image. Voilà. Le street art On t'a aussi. reconnu, Ali Hfied. J'allais le dire. Hein. Oui, oui. Non, mais il y a aussi une fresque qu'ils viennent de nous montrer à l'écran, donc une fresque justement qui a été réalisée par de jeunes artistes Pour rendre hommage à cette icône du théâtre et du cinéma. Elle s'est mariée avec Sidi Ahmed Agoumi juste après le Mougar, donc on est pendant les années 70, et ils ont eu un enfant, Samia Méziane, qui est mariée à à Khaled Ben Issa, le fils de Slimane Ben Issa, avec qui elle a travaillé aussi. Donc on reste, comment on va dire, oui, entre c'est de mère en entre fille, artistes, oui. c'est de mère en fille, de père en fils, de père en fille. C'est extraordinaire ce qu'ils ont apporté, donc au théâtre, au cinéma, à la télévision, voilà, une richesse. C'est vraiment magnifique. Elle a tourné, elle a joué, monté la globalité de ses 40 ans de carrière, plus de 50 pièces pour Sonia. Absolument. Sakina Mekio. Et c'est vrai qu'elle a marqué notre jeunesse, oui. Et on ne l'oubliera jamais. Là, c'est Chouhada et Aoudoun. Regardez ce regard. Exact, c'est une pièce adaptée. Une expression de Tahar Ouattar, exactement. En tout cas, merci beaucoup Samira. On est très contents d'avoir revu toutes ces belles images de Sonia. Et bien sûr, on est toujours au mois sacré de Ramadan. Merci beaucoup Yacine pour l'éclairage autour du CDD. Et on est toujours au mois sacré de Ramadan qui signifie justement compassion, altruisme, solidarité. Et cette fois-ci, on va voir tous ces aspects, mais du côté du Croissant Rouge avec toute cette restauration offerte aux nécessiteux. C'est Hamid Rebouh qui a assisté à ces moments de préparation de l'iftar. À l'occasion du mois sacré du Ramadan, le Croissant Rouge algérien déploie une série d'initiatives humanitaires à grande échelle, visant à soutenir les plus démunis. Ces actions se déclinent sous différentes formes, notamment l'installation de 5 grandes tentes pour accueillir les voyageurs, les sans-abri, les travailleurs journaliers et parfois même les réfugiés. Parmi les sites sélectionnés pour cette initiative figurent l'aéroport international Houari Boumediene et la gare routière de Kharrouba, ainsi que d'autres points stratégiques dans diverses grandes villes. Ici, près de l'hôpital Mustapha Pacha à Alger, les équipes de volontaires se préparent à recevoir plus de 1000 personnes lors de la rupture du jeûne ou l'iftar. Parallèlement, la distribution des colis alimentaires a déjà commencé. Ces paniers comprennent des produits de base, permettant ainsi aux bénéficiaires de préparer des repas équilibrés durant tout le mois du jeûne. De nombreux citoyens se portent volontaires pendant ce mois de Ramadan pour aider à la distribution des repas. Cela renforce la solidarité et favorise un esprit de fraternité. Programme très riche du Croissant Rouge algérien pour Ramadan 2025. Au niveau de tout le territoire national, il y a les restos il y a les restaurants qu'on a installés au niveau des 58 wilayas, avec 370 restos qui ont été ouverts le premier jour et on espère que le nombre va augmenter incessamment. Il y a aussi les colis alimentaires. On a commencé la distribution jusque-là sur pas mal de wilayas. Il y a aussi le programme des circoncisions, et la dernière semaine, mais qu'on va entamer à partir du 15e jour de Ramadan. Donc on a programmé pas moins de 10 000 circoncisions à l'échelle nationale. Des équipes médicales sensibilisent également la population aux bonnes pratiques en matière de sécurité alimentaire, notamment en luttant contre le gaspillage alimentaire. Pendant le mois sacré du Ramadan,
Le Croissant Rouge algérien déploie une multitude d'actions humanitaires pour répondre aux besoins alimentaires, sanitaires et psychologiques des personnes vulnérables, tout en favorisant la solidarité et la cohésion sociale. Ce travail témoigne de l'engagement sincère du Croissant Rouge algérien en faveur de la solidarité et du bien-être collectif. Voilà, de retour au plateau, on va parler aussi d'autres aspects d'implication justement du corps sanitaire, entre autres. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Madame Karima Rarbou, qui, elle, est responsable UDS à Cuba. Elle est chirurgienne dentiste en chef. Oui. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce que l'UDS, vous me direz, ce sont les unités de dépistage scolaire. C'est ça, exactement. C'est très important. C'est très important. La santé de l'enfant, son évolution, son développement, oui. Ce sont des choses qui sont très importantes et qu'il ne faut pas négliger parce que ça prépare le citoyen de demain. Tout à fait, c'est le futur. Je ne veux pas tout dire à votre place. Si, il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, vous êtes avec nous aujourd'hui dans le cadre d'une très belle campagne dont vous allez nous parler. Voilà, donc comme vous dites, c'est la santé dentaire, c'est la vaccination, c'est le suivi psychomoteur de l'enfant, le moral, tout ça, ça rentre dans les UDS. Et c'est très important, c'est une branche, une unité quand même très, très importante au niveau national et international. Voilà. Très bien. National, vous êtes régi par quel ministère? Vous êtes sous quelle tutelle? Donc les deux ministères. Alors ministère de la Santé et ministère de l'Éducation, puisqu'on dépend, on travaille, les UDS sont installés au niveau des lycées, au niveau des primaires. Donc on est chapeauté par les deux ministères, ministère de la Santé et de l'Éducation. En tout cas, voilà, cette coordination intersectorielle va permettre la réussite de cette campagne que vous avez lancée depuis peu. Et il s'agit en l'occurrence donc d'une semaine maghrébine, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc c'est la célébration de la semaine maghrébine qui va se dérouler du 11, qui a commencé déjà, du 11 au 1er avril 2025, bien sûr, comme de chaque année. C'est une longue semaine, on dirait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. À tous les élans, voilà. D'autant plus que les élèves étaient en composition. Et là, après les compos, c'est un peu pour les garder et faire la sensibilisation au niveau des classes, au niveau des écoles. Et on a reçu une mission très importante justement pour célébrer cette journée qui est la dépendance des écrans. De nos jours, de cette génération jeune, cette initiative vise à sensibiliser la population maghrébine, carrément. Donc, voilà, c'est-à-dire que vous essayez en tout cas de focaliser essentiellement sur cet aspect parce que c'est vrai que c'est d'actualité. Voilà. Après une semaine consacrée à l'obésité, à la nutrition également, donc là, vous êtes passé à une vitesse supérieure, on a envie de dire, c'est vraiment une grosse implication par rapport aux écrans. C'est grave, oui, exactement. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a tiré la sonnette d'alarme en disant que franchement, c'est surtout au niveau des ados, c'est-à-dire des collèges. L'enfant, comme je suis médecin dentiste, donc il arrive même à oublier ses douleurs dentaires quand il est vraiment accroché à son écran. Qui dit écran, il n'y a pas que les smartphones, il y a la télé, il y a les smartphones, il y a les tablettes, il y a les consoles. Donc là, il ne va pas s'en sortir. Il est tout le temps accroché à un de ces écrans-là. Et ils vivent pratiquement en virtuel pour certains. Ben oui, ils sont entourés d'écrans. Réellement, on va pas cacher ça. Dans toutes les familles, on va retrouver plus de 4 portables, plus de 2 à 3 portables. Bon, tout dépend bien sûr de l'économie Et ils sont tellement addicts à ces écrans que j'imagine un peu la difficulté que vous avez dû rencontrer à convaincre des adolescents ou alors des enfants en bas âge par rapport à cette fascination qu'ils ont pour l'écran. Tout à fait. Eh bien, le ministère de l'Éducation
nous a remis des fiches de sondage, Très bien. Justement pour voir, anonyme, pour qu'on puisse avoir des statistiques et savoir à quel point on est arrivé, et voir que l'enfant utilise ces écrans-là. Donc, quand on a été les sensibiliser, certains ont commencé à rigoler. Ils ont pris ça du côté. Il fallait leur trouver un petit exemple que j'ai donné sur la vidéo. Je leur ai donné un petit exemple pour les motiver, surtout au niveau, parce que là, moi, je suis au lycée des mathématiques d'excellence de Cuba. Donc, je suis la dentiste des élèves. Et ils étaient très motivés, sincèrement, mais certains ont posé la question, ils ont dit, quand même, on travaille beaucoup avec on a besoin, c'est un outil technologique. C'est un outil technologique, c'est la technologie, carrément, c'est la technologie. Et bien là, ils m'ont applaudi parce que je leur ai dit que non. Il faut bien dormir, vous disiez. Voilà. Donc, les écrans, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'avantages. Bien sûr, il y a des avantages et il y a des avantages. Des inconvénients, vous voulez dire. Des inconvénients. Voilà. Donc là, ils ont commencé quand même à être motivés. Est-ce qu'on est, je ne sais pas s'il faut écouter ou alors vous allez nous résumer. Les avantages des écrans. D'accord? Donc, les avantages, c'est améliorer les fonctions cognitives des d'accord? Comme par exemple, vous allez vous dire, je ne vais pas me rappeler de ça ou de ça. Donc, c'est trop bête, c'est trop collant. Voilà, donc vous allez vers un langage qui facilite l'assimilation pour ces jeunes adolescents et ces enfants. Donc vous essayez un petit peu de parler leur langage, de leur dire pourquoi c'est important, parce que vous ne pouvez pas leur mentir non plus. Et leur dire, voilà, c'est vrai que ça a des avantages, mais les inconvénients, est-ce qu'ils en sont convaincus? Pas vraiment. Pas vraiment. De toute façon, même les parents. Moi, j'ai essayé d'utiliser un peu différentes langues pour pouvoir faire passer mon message, quoi. Et leur donner des exemples, bien sûr, en parallèle, parce que ça porte un impact sur leur santé mentale, physique. Ils auront des problèmes de vision et tout. Donc, quand même, à ce moment-là, ils ont commencé de vision, de posture, d'arthrose à un âge très avancé. Bien sûr, tout le temps. Voilà. Et eux, ils sont jeunes quand même. Nous, on a commencé quand même un peu tard. Mais eux, depuis il y a des parents qui donnent le portable. Quand on va dans des cliniques, on va à l'aéroport, on trouve des mamans qui donnent le portable à un enfant entre 0 et 3 ans. Ça, c'est interdit. C'est vraiment interdit. C'est vraiment interdit. C'est pas possible. Elle connaît pas les conséquences que son enfant a à avoir. Parce que là, maintenant, le domaine psychologique, c'est-à-dire que le psychologue travaille, l'orthophoniste, pareil, ils savent que c'est lié à ça. Eux, ils pensent que c'est une maladie, alors que non, c'est vraiment lié à ces écrans-là, parce qu'ils peuvent perdre leur langage, ils peuvent avoir l'isolement, ils peuvent avoir... Ils peuvent ne pas déclencher la parole. C'est ça, et il y aura même la sécurité, leur sécurité au niveau des écrans. Ben oui, ça, c'est très important. Sur le web. Donc, c'était ça le but de cette célébration, de cette semaine consacrée. Oui, on est vraiment très actifs sur ça parce qu'ils ont été très... Voilà. Ça s'est fait juste sur Alger ou à travers le territoire? Territoire. Ça a touché toutes les wilayas? Oui, et tout le monde, c'est-à-dire tout le personnel de l'UDS doit participer. Alors, psychologue, médecin et un chirurgien, médecin dentiste. Voilà, donc pour pouvoir motiver un maximum d'élèves et les motiver. Voilà. Ça se poursuit jusqu'à quand, dites-moi? Jusqu'au 30 avril en principe. Très bien. Ça, c'est en principe du 11 au 1er, mais là, ça se poursuit jusqu'au 30 avril. Voilà. Merci infiniment, en tout cas, pour cette participation à l'émission, pour ce rappel. Voilà, je vous laisse lancer un dernier appel à ceux qui nous suivent ce matin, toutes ces mamans, tous ces papas, qui peut-être ont aussi une part de responsabilité dans ce qui se passe avec les enfants et ces addictions dont les enfants n'arrivent pas du tout à se détacher. Tout à fait. Les parents jouent un rôle important, comme on le sait. De toutes les façons, même l'enseignante au niveau de l'école. Donc, à la maison, la maman ou le papa doivent jouer un très grand rôle. Ce n'est pas d'écran pour l'enfant, pour le bébé entre 0 et 3 ans.
un écran limité pour les enfants de 3 à 6 ans. Donc, il faudrait le motiver pour avoir 30 minutes par jour. Pour celui de 6 à 10 ans, donc 1 heure par jour. Et pour au-delà de 10 ans, supérieur à 10 ans, il faut essayer de varier. Il faut avoir un temps variable, s'il a du travail, bien sûr pour l'apprentissage ou des activités. Ça, c'est pour voilà, ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut des tranches de repos. Carrément, carrément. Et surtout le matin. Il ne faut pas l'utiliser dès qu'on se lève le matin. Non, parce que ça va donner un stimulus, beaucoup de stimulus. Donc l'excitation de l'enfant, il ne va pas pouvoir suivre en classe sa maîtresse. Ça. Et deuxièmement, le soir, 1 heure avant le coucher, il faut l'arrêter. Voilà, parce que sinon ça va perturber son sommeil. L'exposition. Voilà. En tout cas, grâce à vos questionnaires, vous allez devoir étudier, analyser plein de données très importantes pour savoir justement quelle est vraiment la moyenne de la durée d'exposition de nos enfants. Voilà. C'est une campagne vraiment qui est très intéressante et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Karima Ararbou, je rappelle que vous êtes donc responsable UDS, également chirurgienne dentiste. Pas responsable, je suis médecin. Vous êtes médecin. Je suis médecin dentiste. Voilà, médecin dentiste en chef. Oui. Au niveau de l'UDS. Notamment, voilà, au niveau de l'UDS, on a été ravis de vous recevoir. Et on vous souhaite vraiment une bonne continuité pour le mois sacré de Ramadan. Merci. Encore une fois, Saharmdanek et portez-vous bien. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, Saharmdankom. Très bien. Merci. Et durant Ramadan, justement, on assiste à différents spectacles, différentes représentations théâtrales ont lieu au niveau du TNA, notamment durant la journée du 14 mars dernier, qui était consacrée justement aux personnes en situation de handicap. Et bien sûr, la pièce était on ne peut plus expressive dans ce sens. Lamia Boudbouda était sur les lieux et elle revient avec ce compte-rendu. Ce soir, sur les planches du Théâtre national algérien Mahieddine Bechtarzi, c'est un grand moment d'émotion pour ces 12 enfants porteurs de trisomie 21 et qui ont interprété avec brio, chacun dans son rôle, la pièce théâtrale Mahkamatul Rabat, où le lion, roi et président de la jungle, essaye de faire régner la justice et propager l'amour et le respect entre les animaux. أنا عبد الرحمن ربعي يعني أنا الدور تاعي الأسد قلنا على أدوار مليحة وجسيدة ولعبناها وجبناها مالك بطة هي سر دور تاعي قرد دور تاعي قرد قد كريتها بنانا أنا مرضى وكهية وأنا عجبتني غزالة وعندي سراورقد وأنا سرقني بانر وربالو. اسمي خالد ناقب حكاش الأستاذ الجامعي الناصر الجامعة. أنا اسمي الذئب زرزان. أنا قرد وأنا زعدان عندي يدان طويلتان وقفزتان قويتان أتنقل بين الأغصان. نزهد حاجة نزهد حاجة نزهد حاجة. Cette prouesse artistique, éducative et thérapeutique de 45 minutes nous démontre qu'ils peuvent transcender la maladie. Une production de l'association Mafatih al-Jannah de Bourj Bouharirij. Le texte et la réalisation sont signés Ammar Dama, qui a pris sous son aile ses petits anges. هذا العرض محكمة الغابة كان نتاج ورشة لمدة سنة، يعني كنا نحاولوا مع بعضنا كل في جمعية مفاتيح الجنة، كل واحد عنده الدور تاعو، يعني ما كنتش وحدي أنا، كاين لي بسيكولوج، كاين الجماعة اللي يخدموا في الجمعية كل، كاين معايا فريق تقني ثاني محترف، هما اللي شجعوني باش نكمل باش يكون هذا العرض محترف، والحمد لله كانت النتيجة هذه اللي شفتوها اليوم. المسرح أنا متأكد باللي ثيرابي لهذه الفئات وفئات أخرى، سي بور سا درنا التجربة هذه ولاحظنا باللي
يعني بالنسبه ل 50 ولا 55 طفل في الجمعيه، هاد 13 طفل هما اللي ديفلوبيو في الكومبورتمون تاعهم وتبدلوا كاريمون. اللي كان يقرا شويه ولا يقرا مليح، اللي كان ما يخدمش في الكبار ولا عنده ميتي. عندنا اللي تخدم الكاطو هذه محترفه في الحلويات، معها زوج واحد اخرين. عندنا ايضا بزاف اطفال اللي كانوا يقراو ولاو هما الاوائل في المدارس تاعهم. وكاين حتى اللي في مش مدارس خاصه، في مدارس عاديه وكلاسي والولين وعادي جدا. Un pur moment de magie où les enfants se donnaient la réplique, chantaient et dansaient avec leurs mines réjouies. Résultat, un public conquis et sous l'émotion. De toute façon, j'encourage. أنا هاد المسرحية شفتها plusieurs fois, mais à chaque fois نجي pour dire aux enfants qu'on est là. رانا نتبعوهم ونجي باش نشجع المخرج، باسكو هؤلاء الأطفال كاين موراهم تاني شخص آخر واللي هو عمار دم على رأسهم كمخرج وتوت une équipe اللي راهم. vous savez c'est très difficile de travailler des enfants déjà مع أطفال عاديين وصعيب الإنسان إنه يعمل معاهم. Non, mais c'est un magnifique spectacle. C'est un spectacle d'une humanité, d'un humanisme extraordinaire. Il y a plein d'émotions, ça dégage de l'émotion, de la beauté, du bonheur, du théâtre aussi. Et il faut rendre hommage à l'équipe de Ammar Dama. عجبوني هذيك المسرحية شحال هايلة، واستفدت هذوك القيم هايلة. يعني هذيك القيم ما نسرقوش ما نتنمروش، هذوك هايلين. فهمت باللي ما لازمش نسرقوا ولازم نكونوا محترمين مع الحيوانات ولازم نكونوا قاعدين كيف كيف. C'est vrai qu'il y a un handicap quelque part, mais au vu de la performance l'indert اليوم, شوفي, le côté mémorisation des textes à la hauteur, le côté mémorisation de la mise en place, c'est une beauté. Côté la proposition des caractères, donc وش الفرق بيننا بينهم؟ Une pièce qui parlera forcément à tous ceux touchés de près ou de loin par la trisomie 21. Mahkamatul Rabat aura été un véritable hommage à la différence. Bravo à l'équipe de Dama et bien sûr on est vraiment émus, mon ami et moi, aujourd'hui, voilà, face à cette joie de tous ces trisomiques qui étaient sur les planches. C'était pour eux, oui, pour une fois, c'était eux qui rendent le sourire à beaucoup de C'est magnifique, en tout cas ils avaient l'air très heureux. Très heureux, tout à fait. Et voilà, moi je suis très heureuse aussi de t'accueillir ce matin, Hasna. Hasna Zouberi, mesdames, c'est celle qui nous parle de Safety Road, c'est pour tout de suite. Rouler en toute sécurité, c'est ce qu'on essaye justement de... C'est ce dont on rêve. Oui, voilà. C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal. On fait tout pour arriver à cet objectif. Donc aujourd'hui, on est en plein de mode Ramadan, donc on essaye de coller un peu les thématiques avec ce mois sacré. Aujourd'hui, on parle de nervosité, on le voit constamment, tous les jours sur nos routes. Nervosité des conducteurs au volant. Quels sont les facteurs qui mènent à ce comportement malheureusement, qui atteint justement des degrés un peu... Oui, quand ça va jusqu'à l'accident. À l'accident. Puis, des fois même pas, c'est pas l'accident, mais ça crée des embouteillages. Si quelqu'un s'arrête pour justement en pleine autoroute ou en pleine route nationale, donc s'arrêter en pleine route pour faire des remarques à un autre conducteur ou là pour réagir. Voilà, donc ça crée aussi des embouteillages qui peuvent mener justement à un embouteillage très important. Vous étiez sur les routes, Hasna, avec votre équipe cette semaine. Vous avez peut-être observé des comportements de ce genre qu'on aura peut-être rouler sur la ligne jaune, un des comportements qui sont intolérables durant ce mois sacré. Aussi l'excès de vitesse. Et on a essayé de se rapprocher de deux spécialistes, à savoir une psychothérapeute et le président de l'association LMN, qui ont essayé un peu de décortiquer les causes et les facteurs qui mènent à ce comportement. Avec plaisir. Alors on va découvrir un petit peu ce reportage et revenir juste après.
Les statistiques ont montré au fil des années que Ramadan est le mois le plus meurtrier de l'année sur les routes algériennes. La nervosité des conducteurs due au jeûne est pointée du doigt comme étant la cause principale du lourd bilan des morts et blessés pendant ce mois sacré. Le jeûne fait ressortir les signes d'agressivité. Par contre, c'est notre instinct de survie qui, lui, est à l'origine de ce comportement causé par la privation. Parce qu'en fait, quand on mange, on libère des neurotransmetteurs. Et l'organisme ou le corps, quand il en est privé, eh ben, il se sent en danger. Résultat, on agit avec agressivité, impulsivité, mais tout cela ne doit pas justifier des excès de colère ou de nervosité, des excès de vitesse ou des conduites dangereuses. Autre facteur également, c'est la dépendance. Donc, comme pour la nourriture, certaines personnes sont dépendantes à certaines substances, telles que la nicotine ou la caféine. Et enfin, le manque de sommeil. Selon les services de sécurité, les catastrophes routières se multiplient à moins de 2 heures de la rupture du jeûne, où les automobilistes s'empressent de rentrer chez eux. À l'approche de l'heure de rupture, où aussi les gens croient que Ramadan, c'est être à la table en famille. On a rendu ça très sacré. C'est d'ailleurs même beaucoup plus sacré que le Ramadan lui-même, alors que c'est faux. Donc on peut jeûner dans sa voiture, prendre une gorgée d'eau, une date, il faut prévoir tout ça, et rentrer tranquillement à la maison. Il est préférable de rentrer sain et sauf, même 5-10 minutes en retard, que de ne pas rentrer du tout et que de traîner sa famille dans les hôpitaux dans des heures pareilles. Le travail de sensibilisation est accompagné par des mesures coercitives. Face à l'hécatombe sur les routes, les autorités publiques ont opéré l'an dernier à la révision des amendes forfaitaires qui ont été revues à la hausse. Ainsi, les contrevenants au code de la route devront payer des contraventions qui varient entre 2 000 et 5 000 dinars. 2 000 et 5 000 dinars pour quel des délits Oui. qui sont très basiques, à savoir les dépassements dangereux, rouler sur la ligne jaune, parler au téléphone pendant la conduite, des délits quand on est en train de... Et comment on appelle ça, la ligne... La ligne d'arrêt d'urgence, oui, aussi. La bande. La bande d'arrêt d'urgence, voilà, c'est 3 000 dinars d'amende. Voilà. D'accord. Donc c'est un sujet qu'on va aborder prochainement. Prochainement, c'est oui. ce que tu nous prépares pour la semaine prochaine. Inch'Allah. Donc c'est un sujet qu'on a fait en compagnie de la gendarmerie nationale. Donc on revient un peu sur la nervosité. Donc la psychothérapeute elle a abordé certains points très essentiels, à savoir la dépendance à la nicotine et la caféine qui peuvent mener plutôt à la nervosité et à un comportement qui n'est pas toléré au volant. Il y a aussi ce qu'on voit pendant le mois de Ramadan, c'est le manque de sommeil. Malheureusement, hier, ce qui s'est produit à Ain Allah, que beaucoup ont assisté à cet accident, une dame qui a fermé les yeux pendant 1 seconde et ça a mené un carambolage. Pas un carambolage, donc elle est rentrée carrément dans un immeuble et elle était à proximité justement de son quartier. Et malheureusement, donc les airbags, ça fait ressortir les airbags. Ces 2 enfants étaient blessés. Le véhicule a été carrément endommagé. Donc quelques minutes d'inattention peuvent mener... Ce ne sont pas des minutes, ce sont des secondes. Des secondes d'inattention. Je l'ai vécu. Exactement. Donc malheureusement. C'est du vécu, voilà. Je l'ai vécu malheureusement, pas dans une zone dangereuse. Et vous n'êtes pas la seule. Mais et puis c'était le mois de Ramadan, effectivement, le manque de sommeil. On se dit non, ça n'arrive qu'aux autres. Aux autres, finalement non. Mais non, ça s'est fait en une fraction de seconde. Oui. Et les conducteurs derrière moi m'ont décrit comment la scène, oui. je suis passée à droite et voilà. J'ai abouti face à un poteau. Elle, c'était l'immeuble, moi, c'était un poteau. Oui, donc l'immeuble, c'est voilà. C'était dur quand même. Oui, c'est important. Donc, comme a très bien dit la psychothérapeute, on n'est pas obligé de veiller. Donc, il faut vraiment entendre, écouter son corps, dormir suffisamment pour pouvoir justement éviter ce genre d'incident. Merci beaucoup, Hasna, pour ces conseils. Je te souhaite une excellente fin de journée. Également. Et on connaît déjà la thématique de la semaine prochaine. Voilà, on la rappelle peut-être?
Donc c'est rouler, l'interdiction de rouler sur la bande. Sur la bande d'urgence, on en parlera avec de plus amples détails. Inch'Allah. Merci infiniment. Cette fois-ci, on va aller à Paris, plus exactement, avec notre amie Afaf Belhouchet, à qui on souhaite un bon ramadan, et qui, elle, suit de près les élans de solidarité de la communauté vivante là-bas, et donc notamment celle de l'association Table Ouverte. Et c'est tout de suite dans ce compte rendu. Au cœur de Barbès, un lieu d'entraide a vu le jour. L'association Table Verte a ouvert une boutique solidaire soutenue par la Grande Mosquée de Paris et grâce au local offert par l'Algérie, un ancien espace de l'Amicale. Un endroit où la solidarité se vit au quotidien, surtout en ce mois sacré de Ramadan. Malheureusement, je dirais, pour ce type d'épicerie solidaire, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, c'est-à-dire des personnes, des familles qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les commerces habituels, dans les magasins. Ils viennent ici parce qu'ils sont soit orientés par les services sociaux, soit eux-mêmes qui, du fait de leur situation financière, ne peuvent pas aller s'approvisionner dans un magasin classique. On a 320 familles. On a 680 personnes. Une augmentation qui témoigne de la précarité grandissante, mais aussi de l'importance de cette initiative. Et je tiens à profiter de l'occasion pour encore une fois remercier très chaleureusement le président de la République, Saad Majid Tebboune, qui est à l'origine de cette épicerie solidaire. À quelques pas de là, un autre espace de distribution consacré lui au Ftour de Ramadan. L'engagement des bénévoles se poursuit. Chaque jour, ils s'activent pour offrir des repas chauds. 1000 à 1200 sous par jour. Il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a le harraga, il y a tout. Il y a des étudiants, il y a un peu de tout. Hein. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'amour. Parce qu'elle fait avec amour, regarde toute la viande, regarde. Regarde ce que ça donne, une bonne soupe à la table ouverte, regarde. De la viande, des pois chiches, et voilà. Beaucoup d'amour et des heures données avec générosité au service des autres. Il y a beaucoup de monde. Plus que l'année dernière? Oui. On ne compte pas d'heures. Et pour le temps de distrib, allez, 1 heure, 1 heure et demie de son temps. Des gestes simples mais essentiels alors que la crise économique en France frappe de plein fouet les plus vulnérables. Parce que je suis venue pour aider ma paix. J'ai pas beaucoup de la retraite, j'ai moins de retraite. Et ça aide un peu. Ici, ça m'aide un peu. Voilà. Bien sûr, ça me touche. L'autre jour, je suis venu, j'ai pris une shorba. Elle était magnifique. Et en ce moment, je suis seul. J'arrive pas à faire la cuisine et tout. Voilà. À Barbès, la solidarité se conjugue au présent. Ici, chacun trouve un peu de réconfort, une assiette chaude et le sourire des bénévoles. Une initiative simple mais essentielle, particulièrement en ce mois sacré. Je pense que l'invité qui va suivre n'en dira pas plus ou moins, je ne sais pas, mais en tout cas, on est ravis de recevoir parmi nous Mehdi Lamali. Vous êtes représentant de l'association Dalil pour les jeunes volontaires d'Alger. Enfin, on parle de la wilaya d'Alger essentiellement. On est ravis de vous avoir parmi nous. Vous êtes parmi toutes ces associations qui sont très présentes sur le terrain en ce mois sacré de Ramadan. Je vous remercie, bien le bonjour à vous ainsi qu'à tous les téléspectateurs, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. C'est une association, notre association Dalil a été créée dans le but d'apporter un petit peu d'appui, surtout concernant les actions de solidarité et de réconfort sur la wilaya d'Alger, sur la partie wilaya d'Alger. C'est-à-dire qu'on a focusé par rapport à la wilaya d'Alger, puis on a fait aussi des jumelages avec toutes les associations à l'échelle nationale. Excellent. Une association qui a été créée en décembre 2018. Déjà le mois de décembre n'est pas choisi de manière anodine. C'était le mois où il y a la journée mondiale dédiée au volontariat, c'est le 5 décembre. Oui. Notre création, par exemple, c'est une association maintenant qui a 6 ans d'âge et aussi il y en a 6 ans d'action très riche par rapport à ce qu'on a fait dans le domaine tout ce qui est solidarité, tout ce qui est appui à notre jeunesse. On peut rappeler brièvement celles qui font votre fierté? Bon, déjà, dès la création de l'association, il y a eu, on avait subi en plein feu le Covid. C'est-à-dire qu'on a dû se préparer et assister sur ces actions-là. Je peux citer, entre autres, parmi les actions, on a fait par exemple tout ce qui est collecte de couffins de denrées alimentaires
pour presque 4000 à 5000 couffins qui ont été distribués à l'échelle de la wilaya d'Alger. Oui, parce que beaucoup de personnes avaient perdu leur boulot, leur travail, voilà. C'est ça. On a essayé de réconforter cette tranche déjà de population. Il y a aussi la partie désinfection et nettoyage de lieux publics, où on avait travaillé en étroite collaboration avec les autorités pour essayer de nettoyer, assainir et protéger. Il y a parmi l'action phare du côté Covid, on peut retenir aussi la gestion des files d'attente, surtout au niveau des bureaux de poste pour les retraités. Parce qu'il y avait cette prudence pour ne pas propager le Covid. Oui, les distances. Et ça a fait vraiment un impact très positif. Sécurité, la distanciation qui était, recommandée en cette époque. Alors pour 2025, quelle est justement la nouveauté en ce mois de Ramadan? D'abord, on va commencer par vos actions durant ce mois sacré. Oui, durant le mois de Ramadan, il y a tout un programme qui a été tracé au sein de l'association. Il y a il y a des actions qui sont maintenant dans leur 5e édition, ça veut dire que c'est devenu quelque chose de traditionnel. Par exemple, il y a le Koufin de Ramadan, où on fait la collecte avec des donateurs qu'on remercie beaucoup par rapport à leur aide. Il y a aussi la partie iftar, ça veut dire qu'on prépare des box. Et j'ai vu qu'il y avait un petit reportage concernant la prudence pour la circulation, pour ne pas avoir d'accident. Ce qu'on fait, c'est qu'on confectionne des box avec un petit repas déjà léger, qu'on diffuse au niveau des gares routières pour les passagers et pour les chauffeurs, surtout au niveau par exemple de la gare des taxis de Khorrouba, où on sensibilise les chauffeurs par rapport à la conduite et on donne ces box de repas et on leur dit prenez le temps quand même de vous restaurer. C'est ça. C'est bien de penser. Prudence exige. Il y a aussi plusieurs actions. Par exemple, lors aussi du mois de Ramadan, c'était déjà au début, on avait lancé la campagne de nettoyage et de désodorisation des tapis de prière au niveau des mosquées. Ça a aussi eu un impact très positif du côté des mosquées, des gens aussi qui viennent là-bas. C'est vrai que durant le mois de Ramadan, il y a cet engouement. C'est une grande affluence et les gens restent des heures à écouter C'est ça. On essaye au moins de leur apporter un petit peu d'apaisement, surtout s'il y a un bon parfum, il y a tout ce qui est, il y a les tapis sont nettoyés, les mosquées sont très rafraîchies. C'est-à-dire que ça sera dans un cadre très agréable. C'est une action très originale en fait. Vous êtes parmi les premiers à le faire en tout cas. Ça a été très bénéfique et il y a maintenant d'autres associations qui commencent aussi à faire cette action. C'est très encourageant. Excellent, excellent. Alors, est-ce que en général, le 27e jour, c'est une journée très importante pour la circoncision, notamment des enfants. Est-ce que votre association aussi travaille dans ce sens ? Non, non, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a des fois des demandes par rapport à ça, mais on les oriente directement au niveau des services de santé. C'est plus prudent. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, les accompagner ou les assister, mais directement, c'est régi par la partie sanitaire. C'est-à-dire qu'on préfère que ça soit directement pris en charge dans un cadre professionnel. Très bien. Chose qu'on a fait, s'il vous plaît, je voudrais juste... Oui, bien sûr. Il y a aussi, on est dans la 4e édition, c'est le koufin, c'est encore un koufin, mais c'est le koufin de Halwat al-Eid. Comme celui du koufin de Ramadan, il y a Halwat al-Eid avec tous les ingrédients, toutes les denrées que la ménagère peut utiliser pour confectionner ses gâteaux. Voilà, c'est ça. On est en train de... Je remercie aussi les donateurs par rapport à cette partie-là. Est-ce que vous avez besoin aussi de lancer, de renouveler l'appel parce que j'imagine que l'opération est en cours, elle n'est pas encore ficelée. Elle est en cours, C'est-à-dire qu'on aura besoin toujours de donateurs et de denrées, surtout pour la partie pour qu'on puisse préparer ce koufin de Halwat al-Eid. C'est-à-dire qu'on appelle les donateurs et qu'on a les sponsors pour qu'ils puissent nous aider pour essayer de réussir cette action. Voilà, l'association Dalil pour les jeunes volontaires, est-ce que vraiment il n'y a que des jeunes dans cette association ? De toute façon, on dit que la jeunesse est la jeunesse du cœur. Mais bon, c'est vrai qu'on est déjà dans les membres, on a des tranches variées. On a par exemple des très jeunes
commencent de 13, 14 à 15 ans jusqu'à des aînés, par rapport à leur âge. Oui. Mais on compte presque 1000 adhérents. On est, dans les membres fondateurs, on est presque une centaine. Oui. Je voulais parler aussi, Yana, je voulais remercier parce qu'on a fait aussi, Yana, d'autres actions, par exemple la lutte contre le monoxyde, c'était une sorte de sensibilisation par rapport au monoxyde de carbone, ce fléau qui touche beaucoup surtout dans ces temps, la période de froid. On voulait remercier la direction générale de la protection civile pour leur aide et leur soutien par rapport à ça. Il y a aussi une autre action qu'on a généralisée. On avait commencé par un site pilote, c'était au niveau du CND, au niveau du centre culturel et une école. Et maintenant, c'est en train d'être élargi. C'est par rapport au robinet poussoir. C'est pour sensibiliser aussi les gens pour ne pas gaspiller la ressource hydrique, surtout dans ces temps-ci. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on sensibilise, ça a porté ses fruits. Je voulais remercier la direction générale de la CEAL qui nous a fourni aussi leur appui au niveau de la wilaya d'Alger, qui nous a fourni des plombiers pour installer ces robinets poussoirs. C'est-à-dire que c'était vraiment aussi très, très bénéfique qui a eu un impact très positif par rapport à... Excellent, donc ça a été bien reçu par la population. Bravo, bravo pour ces belles initiatives et j'ai envie de dire longue vie à l'association. Voilà, et chapeau bas pour tous les bénévoles, tous ces jeunes volontaires que vous encadrez. Donc je rappelle que vous êtes aujourd'hui en qualité de représentant, vous n'êtes pas le président. Non. Non, vous êtes représentant. Kilium, Inch'Allah. Allez, si vous... il va se fâcher, votre président, aujourd'hui, s'il nous suit. En tout cas, on vous salue tous. J'imagine que c'est un travail collectif que vous respectez et que chacun de vous a du mérite aussi à travailler avec l'autre. Mehdi Lamali, bonne continuation pour ce mois sacré et pour toutes ces belles actions. Merci beaucoup. Quant à moi, je me prépare à accueillir nos amis de la dernière tranche de cette édition de Bonjour d'Algérie, notamment Amina Ziri et ses invités. Ce sera après ceci. Voilà, on a parcouru un petit moment Alger, la Blanche, et puis entre-temps, nos amis se sont installés. J'avais annoncé Amina Zeri, elle est là. Bonjour Amina. Bonjour, ça va?
لاباس وي قالوا لي كي دايره حاله في الكوزينه واش من الخبز واش من لي بلا. Les inspirations, elles viennent comme ça, par-ci, par-là. On essaye en tout cas. C'est un long mois et il faut varier pour ne pas tomber dans la routine. En tout cas, bon courage à toutes celles qui sont justement au quotidien dans leur cuisine. Mesdames, chapeau bas. Peut-être que les hommes oublient de vous le dire. Ben moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites en ce mois sacré de Ramadan. Et tout de suite, sans plus tarder, une petite transition avant d'entamer la rubrique Tradition et coutumes. Voilà, avec Radia aussi, Aboul Maali, avec nos chers invités. Oui. Alors, je commence par les hommes, parce que les femmes d'accord, les femmes d'abord. Donc, Monsieur Fodil Laoussine, coach Fodil Laoussine, on va parler aussi aujourd'hui de l'importance du sport pendant le mois de Ramadan. Donc, notre ami Fodil, il est coach, conseiller principal en sport, master en sport, ex-entraîneur de l'équipe nationale de karaté Sakyam Dan, cadre à la direction de la jeunesse et des sports et coach remise en forme. Bonjour coach, مرحبا بك, صحة رمضانك, كل عام وانت بخير. الله يسلمك. Bonjour Adia. Donc, merci pour l'invitation aussi. Et Aïchek, Dardarek. Et bien sûr, Samia, notre amie Samia Al-Khdari, la première femme, parmi les premières femmes à avoir écrit des bouquins de cuisine. Donc, marhaba bik, elle fait un travail extraordinaire. Marhaba bik, Samia. Merci pour l'invitation. Aïchek, et bien sûr, Samia, elle a ramené un plat de couscous traditionnel, très connu un peu partout dans les régions d'Algérie, notamment à Blida, Qli'a, Boufarika, Ameliana et Adelis aussi. C'est Ta'am Belhalhal. Voilà. Est-ce que tu as goûté déjà? Jamais. C'est très bon, donc je ne en même temps pour parler sur le festival. Bien sûr. Donc Samia qui prépare en ce moment un grand festival sur le couscous algérien. Ça va se dérouler à l'hôtel au Rassi. Donc juste après l'Eid, Inch'Allah, et on sera présent. Vous allez parler de cet événement. نعطيك بقالة. Allez-y. On commence par le bouqala. Le bouqala, ce rituel pratiqué durant le mois de Ramadan, في السطوح, dans les patios, dans les terrasses, وداك السطح العالي يقول لك اللي مرشوش بالنيلة. اسمعي معايا راديا. إذا أنت ليل أنا نجمة ضويك. إذا أنت بحر أنا موجة تقويك. وإذا أنت ربيع أنا وردة فيك. حلفت 100 يمين غير انا اللي نديك. Voilà, elle est belle. Je la dédie aussi à Samia. Samia شاطرة بزاف في البقالات. واش نقول لكم, on a fait beaucoup d'émissions ensemble sur différents patrimoine exactement exactement sur différents c'est-à-dire thèmes qui قعدات aussi قعدات. On a fait beaucoup de قعدات. Donc مرحبا بك سامية. كوتش مرحبا بك. صافا كاش ما تقسوي لك تقسول شويه. هي شاطره في الخبز في الكوزينه. Mais c'est bien pour ne pas jeter du pain. Oui, bien sûr. 100 millions on n'a pas gaspillé du 100 tout. 100 millions de baguettes de pain, ils sont jetés dans les poubelles chez Ramadan. C'est une catastrophe. En plat, on peut recycler le pain perdu, chapelure. Très bien. Donc, ça sera notre sujet, Inch'Allah. Coach, donc on va parler de la pratique du sport pendant Ramadan. Donc, la pratique d'une activité physique et sportive régulière contribue à améliorer l'état de la forme en général à tout âge. Mais beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut, c'est-à-dire pratiquer le sport durant le mois de Ramadan. Et beaucoup de gens hésitent. Ils disent, là, je préfère ne pas faire d'efforts. Oui, c'est exactement. C'est la question qui se pose à chaque fois avec le mois sacré du Ramadan. C'est que, est-ce qu'on peut faire du sport et de l'activité physique dans le mois du Ramadan? Je dis oui. Oui, on peut faire de l'activité physique, sauf c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle
faut prendre en considération tout ce qui est intensité, durée et volume de vos entraînements. C'est-à-dire on ne peut pas maintenir les mêmes durées, les mêmes volumes. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de vous entraîner 5 fois par jour, donc, mois du Ramadan, on diminue à 3 entraînements par jour. Si vous avez l'habitude de vous entraîner 3 entraînements par semaine, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 1 fois par semaine. D'accord. Parce que vous savez que le corps, il est très intelligent. Donc, le corps, il doit s'adapter. Moi, généralement, je leur dis qu'il ne faut pas, c'est-à-dire les premiers, deuxième jusqu'à troisième jour, il faut éviter de faire de l'activité parce qu'il y a le cycle d'adaptation. C'est-à-dire le corps s'adapte avec le nouveau rythme. C'est-à-dire, donc, il faut aller progressivement. Donc, vous remarquez, c'est-à-dire on commence à avoir le premier jour, on commence à avoir des malaises, des maux de tête, la migraine et tout. Mais après, le corps, il va s'adapter rapidement. Très bien. Donc, moi, ce que je dis, c'est en mois de Ramadan, c'est le travail de maintien. C'est-à-dire, ce n'est pas un travail de développement, c'est un travail de maintien. Donc, c'est très important de faire des activités réparties. Et plus important aussi, c'est la question qui se pose, c'est la période. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on fait du sport? Est-ce qu'on fait le sport la journée? Justement, ou bien, voilà. C'est-à-dire, bon, il y a quelqu'un qui m'a demandé ce matin, à quelle heure je peux faire du sport? Est-ce que je peux faire le matin? Mais la plupart préfèrent faire du sport juste avant le ftar. Exactement. Hein? Exactement. Le meilleur moment de la pratique sportive, c'est 1 heure avant le repas, c'est-à-dire 1 heure avant le ftar. Ça, c'est le meilleur moment. Sauf que la durée doit diminuer, c'est-à-dire à 45 minutes jusqu'à 1 heure au max. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 1 heure d'entraînement. Parce que automatiquement, c'est-à-dire on a juste après, on a le ftar, donc même si on transpire et tout, on va boire de l'eau, on va récupérer. Donc, il y a les entraînements qui peuvent aller, c'est-à-dire après le ftar. Après le ftar, c'est-à-dire il faut s'entraîner après 3 heures pour avoir une bonne digestion et tout. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a des troubles. Il y a des troubles de sommeil, par exemple. Ça va perturber un petit peu le cycle, la construction du corps. C'est-à-dire le corps, il a besoin, c'est-à-dire généralement, la période, c'est-à-dire les journées, on dort du Ramadan, c'est-à-dire du 9h jusqu'à le Fajr, c'est-à-dire le corps commence à se construire. Oui, tout se répare dans le corps. Exactement. Et si on perturbe, ça revient à une destruction au niveau du corps. C'est-à-dire, automatiquement, si on fait du sport, c'est-à-dire la rupture du jeûne, c'est à 7h, donc on s'entraîne à 10h, on prend 1 heure, 1 heure et demie, donc on termine à 11h, 11h30, donc automatiquement, le corps, il est excité, donc on ne peut pas dormir rapidement, donc voilà, et on doit prendre... C'est-à-dire un repas après l'entraînement, tout ça va perturber. Donc le meilleur moment, c'est avant le ftar, 2 heures avant le ftar. 1 heure avant le ftar, avec une durée de 45 minutes. Très bien. Et elle a parlé de repas, donc on va revenir au couscous avec vous, Madame Lakhdari, ce premier concours national donc, qui se prépare, qui se profile à l'horizon. Voilà, toute une équipe derrière, donc c'est un grand festival qui aura lieu le mois d'avril, le 11, le 12. Ça coïncide avec le mois du patrimoine. Voilà, c'est au niveau de l'hôtel Horaci. Donc c'est un concours en 3 catégories. Donc on a la catégorie pour les amateurs et les ménagères à la maison. On a côté professionnel, donc ça englobe les traiteurs, l'hôtellerie et les restaurants. Et on a la 3e catégorie, c'est les écoles professionnelles dans l'art culinaire. Alors c'est les restaurants et les hôtels qui cuisinent, ils ont dans la liste menu couscous. Pas n'importe quel restaurant ou bien n'importe quel hôtel qui ne figure pas le couscous sur la liste des menus. Voilà. Et ce sera une très grande fête vu que le couscous il a été inscrit à l'UNESCO. C'est un patrimoine culturel immatériel. Donc, c'est un plat omniprésent dans nos plats, dans nos c'est-à-dire tables, tous les jours, from d'un sahur. Et puis, même vendredi, on passe dans les ruelles à Alger, on sent la sauce rouge, la sauce blanche. Donc, le couscous. Dans nos fêtes aussi. Dans nos fêtes, oui. C'est un plat de partage. Et puis, il y aura une animation au niveau
les 2 jours du concours, animation, comment rouler le couscous. Parce que souvent, on oublie la sauce, on oublie comment rouler le couscous. C'est tout un art, c'est un partage. C'est tout un rituel. Voilà, tout un rituel. Toute une semaine à l'avance et on le mange à toutes les sauces. Et on a une variété, très grande variété de couscous, en l'occurrence couscous al-halhal à la lavande sauvage. Voilà, et il ressemble bzaf au couscous al-hammama. On a le couscous al-mhawar en Constantine, une panoplie, c'est-à-dire encyclopédie, on n'arrive pas à finir. Toute une diversité, hein, voilà, une richesse vraiment de cet héritage ancestral. Voilà, alors c'est quand tu wilaya, on voit souvent même dans une wilaya, il y a plusieurs variétés de couscous. Manière de faire le couscous. Voilà, on le dit tam, seksou, l'aish, le berboucha, chaque région, voilà, c'est tout un art. Et justement, au niveau de ce concours, il y aura un atelier, comment rouler le couscous, animation, dégustation. C'est une très grande fête, c'est ouvert au public. Bien sûr, pour les concours, c'est sous inscription. On a le site sur Facebook, Festival Couscous Algérie. Et puis, il y aura des icônes de la cuisine algérienne comme membre du jury. On a en l'occurrence Madame Sherazade, Monsieur Saadoun. Je remercie aussi Monsieur Idir Saoudi, c'est lui le chef de projet. On a le président des membres du jury, Monsieur Emile Ouldali. On a Madame Sonia Siddiqui et tout un staff, toute une équipe. Il y aura même des historiens avec nous. Bien sûr, pour raconter sur l'historique, l'histoire. L'histoire et l'évolution de ce mets ancestral qui sera mise en avant par des conférenciers. Voilà, des conférenciers spéciales pour les 2 jours. C'est la première édition, espérons qu'il y aura d'autres éditions. La première sera très réussie, vous êtes nos invités et j'invite tout le monde à participer. C'est l'emblème, c'est un plat emblématique, le couscous, et l'on mange et on l'adore à toutes les sauces. Voilà. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Oui. Oui. Tu participes? Non? Moi, je vais assister. Je ne peux pas rater un événement pareil. Parce que moi, je le dis souvent dans mes émissions, on a un continent, donc on a des milliers de couscous, de genres de couscous. Donc, et cet espace d'échange va nous permettre justement peut-être de belles découvertes. Parce qu'on se dit, peut-être qu'on connaît tout, mais non. On est toujours on découvre aussi. Hein. Il y a couscous l'hmoum. C'est un couscous qui vire vers une couleur noire. Pourquoi? Parce qu'on fait macérer l'orge. Donc, voir fermenter l'orge, il est très bon. La couleur, voilà. J'ai eu l'occasion de goûter à Chlef. Oui. Il prépare ce plat vraiment d'une manière extraordinaire. Donc, il connaît déjà oui, ça sent mauvais. C'est quoi ce goût? Mais c'est extraordinaire. Oui, c'est vraiment, il a un goût extraordinaire. Et puis, il est nutritif, sahih. C'est un plat complet. On a les chaque fibres. Chaque région, ses recettes, comme vous disiez. Ça fait plaisir qu'on a Moi, j'ai goûté une fois à Ouetsouf un couscous dont le goût est toujours dans mon palais. Vendreg a fait le pourpied. Je crois que non, ils avaient mis des dattes dedans. D'accord. Ils avaient une préparation à base de dattes et c'était succulent. C'est ça. On avait les légumes et tout ça, mais moi, j'ai demandé au chef le secret de cette douceur, de ce goût particulier. Il a dit on fait macérer, ils font macérer le un goût petit peu les dattes. Sucré, salé. Même pas, on ne sent pas le sucré salé. Non, c'est vraiment salé. Avec les dattes, c'est. Mais la saveur. C'était bon, ça change. C'était très bon. On a l'habitude de notre palais à la sauce blanche, sauce rouge, mais là justement le festival pour éclairer un peu les anciens couscous qui sont cachés peut-être, pour qu'il y ait une relève aussi. Mais pour les futures filles, c'est-à-dire pour rouler le couscous, c'est vrai. Celles qui détiennent peut-être un secret quelque part et qui gardent un petit peu une recette héritée des mamans ou des grands-mères pourraient participer. Voilà. C'est pas très difficile. Moi, je me rappelle, ma mère, quand ديروا في عشيات تحط جفنة فوق البوتاجير le préparer ونتعشاو به. بالوقفية, c'était جديد, فريشك, الله. Mais moi, ce que je te conseille, Radia, c'est de goûter le couscous d'Adrar. Il est extraordinaire, benin. Même la viande. D'ailleurs, moi, je l'ai mangé en présence d'une Suédoise. Elle était sidérée, elle était vraiment éblouie.
D'ailleurs, on a invité les ambassades à venir découvrir notre patrimoine culinaire, le couscous, au niveau de notre, donc le 11, le 11, voilà, le 12 avril. Inch'Allah, ça coïncide un week-end, ne ratez pas. En tout cas, pour ceux qui veulent participer, c'est encore ouvert au www.festivalcouscousalgérien.com. Voilà, sur Facebook, vous cliquez sur le lien inscription et vous allez trouver un peu les conditions. Et puis le dernier jour, ça sera pour remise des prix. Tout le monde va gagner parce que le fait de participer à un plat traditionnel, et il y aura la remise des prix, des trophées, des médailles. On répète www.festivalcouscousalgérien en un seul mot et puis .com. Voilà. Je termine avec je termine avec. C'est vraiment la conclusion. Je termine avec coach Lawsine. Quel type de sport vous conseillez pour pratiquer pendant Ramadan? Voilà. Par exemple, si je décide ce soir de faire du sport. Il n'y a pas mieux, c'est-à-dire que... Du footing? Il n'y a pas mieux que de la marche. La marche. La marche, 20 à 30 minutes de marche, c'est-à-dire il n'y a pas mieux, c'est-à-dire avant le ftour. Donc, mais pour les activités, c'est-à-dire il faut éviter de travailler de musculation, par exemple, avec une charge élevée. D'accord. Et le meilleur exercice, c'est de faire des exercices de squat, de fente, pompe, abdos. Guinage aussi, c'est avec un travail léger. C'est un travail... Une heure et demie, 45 minutes à 1h30. C'est-à-dire, on répète, c'est-à-dire le travail au mois de Ramadan, c'est un travail de maintien. Très bien. Donc, pour ne pas s'arrêter, un mois sans faire d'activité, c'est pas bien. Très bien. Voilà. Très bien. En tout cas, si vous voulez maigrir, profitez pour Ramadan. Moi, je perds beaucoup de poids pour Ramadan. Je ne mange pas beaucoup. Oui. Je ne passe pas la soirée à grignoter, à manger. À manger du sucre, parce que c'est ça, en fait, qui c'est la meilleure période pour perdre tout du poids. Tout faire frire et puis passer au miel pour les gâteaux. Ouais. Merci infiniment, Amina. Merci, Madame Abdali. Merci, coach... Odile Lawsine. Très bien, Monsieur Houssine. Odile, merci infiniment pour cette belle présence et pour ces conseils. Et voilà, la voix qui va accompagner le générique de fin, c'est déjà annoncé. Alors, merci pour votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. La suite, c'est dès demain à Constantine avec Smaïl Belkhaïdia. Et puis, au rang, vous retrouverez Iman Mahroug Ras. Bien sûr, notre ami Nour, c'est pour le week-end. Merci infiniment. C'est une excellente journée. Au revoir. راهي ما فاتلوخ فيا كلش مخلوق غنيت شحال من قصيد منظوم مستف والناس جميع عارفة والناس جميع عارفة فني ماهوش من المصيد مانيش مثقف قراني الجوع والحفظ قراني الجوع والحفظ خبزي صافي من السميد ماهوش مسلف داري ماهيش تلفة داري ماهيش تلفة اللي مقيود ما يقيد يشد المقدف في وسط رياح عاصفة في وسط رياح عاصفة عظمي ماهوش للكذب مانيش محشلف